Ryan, puisque tu aimes tant jouer les gros bonnets de la famille, pourquoi ne paies-tu pas l'addition du restaurant? A déclaré mon père, Harold, d'une voix suffisamment forte pour que toute la salle du restaurant l'entende, y compris ma petite amie Jessica et mon petit frère Kevin. Le silence gênant qui a suivi n'a été rompu que par le cliquetis des couverts dans les assiettes des autres clients. C'était la veille de Noël, nous étions tôt chez Laurent, le restaurant le plus cher de la ville, et mon père venait de m'humilier publiquement de la manière la plus calculée qui soit. Jessica me serra la main sous la table, ses yeux reflétant la même incrédulité que je ressentais. Kevin fixait son assiette, clairement mal à l'aise, mais comme toujours, incapable de tenir tête à notre père. « Bien sûr, papa », répondis-je calmement, en gardant mon sourire forcé tout en faisant signe au serveur. « Pas de problème. Je m'appelle Ryan Mitchell, j'ai 32 ans, je suis analyste financier senior dans l'un des principaux cabinets de Boston, et depuis 3 ans, je subviens entièrement aux besoins financiers de mes parents. 2100 $ par mois directement sur leur compte, couvrant leur hypothèque, leurs factures, leurs courses et même des dîners comme celui-ci. Mais tandis qu'Harold souriait avec cette satisfaction cruelle qu'il affichait toujours lorsqu'il parvenait à m'humilier en public, il ne se doutait pas que c'était la dernière fois que je lui permettrais de m'humilier ainsi. En fait, je comptais bien là-dessus. Au cours des 6 derniers mois, j'ai méticuleusement noté chaque centime que je leur ai transféré, chaque remarque désobligeante, chaque moment où j'ai été traité comme un distributeur automatique ambulant plutôt que comme un fils. Ce que mon père ne savait pas, c'est que j'avais découvert exactement où allait tout cet argent. Et ce n'était pas seulement pour les factures de base. 450 $, annonça le serveur en tendant l'addition. Je tendis ma carte sans hésiter, observant le regard approbateur que ma mère, Linda, échangea avec Harold. C'était le même regard qu'il partageait lorsque Kevin remportait un trophée insignifiant au lycée. J'ai signé l'addition généreusement, laissant un pourboire de 100 $, car après tout, ce n'était pas la faute du serveur si ma famille était dysfonctionnelle. « Merci mon fils », m'a dit ma mère en me touchant le bras avec cette affection théâtrale qu'elle réservait pour les moments où je payais l'addition. « Tu as toujours été si responsable. » Responsable. Le mot qui définissait mon existence dans cette famille. Kevin pouvait passer des années à essayer de se trouver entre des emplois et des relations ratées, mais c'était moi le responsable. Le fiable. Celui qui était toujours là quand on avait besoin de lui. Alors que nous marchions vers le parking, Jessica me chuchota à l'oreille. « Ça va ? » La remarque de ton père était complètement inutile. « Je vais très bien, » répondis-je, et étonnamment, c'était vrai. Pour la première fois depuis des années, je me sentais complètement maître de la situation. « Ryan », m'appela mon père lorsque nous arrivâmes aux voitures. « Ta mère et moi avons discuté. Tu sais que nous traversons une période difficile ce mois-ci. Serait-il possible d'avancer le virement de janvier? Peut-être 2500 au lieu des 2100 habituels? Voilà. La véritable raison du dîner élaboré, des commentaires sur ma générosité et même du choix du restaurant. Ils avaient besoin de plus d'argent et savaient exactement comment me manipuler pour l'obtenir. Bien sûr, papa. Je ferai le virement demain. Son expression de soulagement était presque comique. S'il avait su que j'avais déjà gelé tous les virements automatiques vers leur compte la semaine dernière, il n'aurait peut-être pas souri avec autant de confiance. « Tu es un bon fils, Ryan », m'a-t-il dit en me tapotant l'épaule. « Même quand tu nous énerves avec toutes tes manies de contrôle. » Mes manies de contrôle. Comme documenter où mon argent était dépensé ou demander pourquoi ils avaient besoin d'augmentation constante alors que je couvrais déjà toutes leurs dépenses de base. Si vous suivez cette histoire et avez déjà vécu des situations similaires avec votre famille, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir comment cette situation évolue. Nous nous sommes quittés avec de fausses embrassades et la promesse de nous revoir pour le nouvel an. Alors que Jessica et moi marchions vers ma voiture, elle a finalement exprimé ce qu'elle pensait. « Ryan, je sais que ça ne te regarde pas, mais la façon dont ils te traitent, c'est comme si tu n'étais qu'un distributeur automatique ambulant pour eux. » « Tu n'as pas tort, » ai-je répondu en démarrant la voiture. « Mais ça va bientôt changer radicalement. » Elle m'a regardé avec curiosité, mais je me suis contenté de sourire. Demain, c'était Noël, et j'avais prévu le cadeau parfait pour ma famille. Un cadeau qu'ils n'oublieraient jamais. Alors que nous traversions la ville illuminée par les décorations de Noël, mon esprit passait en revue les dossiers que j'avais rassemblés, les relevés bancaires que j'avais demandés et surtout, les photos que j'avais prises la semaine précédente. Harold Mitchell était sur le point de découvrir qu'humilier le mauvais fils pouvait avoir des conséquences bien plus graves qu'il ne l'avait jamais imaginé. Ce qu'il ne savait pas, c'est que pendant que je soutenais fidèlement ses difficultés financières depuis 3 ans, ils utilisaient mon argent pour financer un style de vie qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Et la preuve de cela était conservée dans un dossier bien sécurisé dans mon appartement. Mais avant de vous révéler comment j'ai transformé leur chantage émotionnel en une leçon qu'ils n'oublieront jamais,
je dois vous expliquer exactement comment j'en suis arrivé là. La découverte avait eu lieu 6 mois plus tôt, par pur hasard. J'étais à la banque pour déposer un chèque lorsque j'ai vu Harold et Linda sortir d'une concession Mercedes-Benz, à côté d'une berline noire flambant neuve. Pendant un instant, j'ai cru que je me trompais. Mes parents conduisaient la même Honda Civic délavée depuis plus de 10 ans, se plaignant toujours de ne pas avoir les moyens de changer de voiture. Mais c'était bien eux. Harold tenait une liasse de papiers que j'ai immédiatement reconnus comme des documents de financement, tandis que Linda prenait des selfies à côté du véhicule, rayonnante. Ce soir-là, j'ai appelé chez moi. « Papa, comment ça va ?» Maman m'a dit que la voiture avait des problèmes. Ah oui, on se bat toujours avec cette vieille Honda. Elle a du mal à monter les côtes les plus raides. Mais tu sais comment est notre situation financière, mon fils. Le mensonge lui échappa avec une facilité déconcertante. Au cours des semaines suivantes, j'ai commencé à mener discrètement mon enquête. J'ai demandé des relevés détaillés de tous les virements que j'avais effectués au cours des 3 dernières années. Le schéma qui se dessina était accablant. Mes 2100 $ mensuels étaient déposés sur un compte que Harold avait ouvert spécialement pour les urgences familiales. Mais ce compte n'était jamais utilisé pour payer l'hypothèque ou les factures courantes. Au lieu de cela, l'argent était presque immédiatement transféré sur un compte d'épargne où il s'accumulait mois après mois. Ils avaient plus de 50 000 $ en réserve. 50 000 de mes dollars. Pendant ce temps, les factures réelles de la maison étaient payées grâce à des prêts personnels à taux d'intérêt élevés, créant une dette croissante qu'ils utilisaient comme excuse pour me demander encore plus d'argent. « Ryan, nous avons besoin d'un coup de pouce ce mois-ci. Les frais médicaux de ta mère ont été plus élevés que prévu. Ryan, le chauffage est en panne et la réparation va coûter une fortune. Ryan, Kevin traverse une période difficile depuis qu'il a été licencié. Serait-il possible de l'aider à payer son loyer également ? » Chaque demande était accompagnée d'histoires élaborées sur des difficultés financières, une santé fragile ou des urgences familiales. Et moi, en tant que fils responsable, je transférais toujours l'argent sans poser de questions. Ce qui me blessait le plus, ce n'était même pas l'argent en soi, mais la facilité avec laquelle il me mentait. Harold, qui m'avait élevé avec des sermons sur l'honnêteté et l'intégrité, inventait des crises financières comme on compte les minutes. Linda, qui prônait toujours les valeurs familiales, me manipulait émotionnellement avec des larmes et des supplications lorsque les arguments rationnels échouaient. Et Kevin, mon petit frère, faisait simplement semblant de ne rien savoir, conservant sa position confortable de « fils qui ne cause pas de problèmes financiers » pendant que je payais le train de vie de tout le monde. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase s'est produite la semaine précédant le dîner de Noël. Je passais devant le centre commercial lorsque j'ai aperçu Linda et 2 amis qui sortaient de la bijouterie Tiffany et compagnie. Elle portait un collier de perles qu'elle n'avait certainement pas auparavant et tenait un sac à main avec le logo reconnaissable entre tous de la boutique. J'ai fait semblant de ne pas les voir et j'ai attendu de l'autre côté de l'aire de restauration. Pendant 45 minutes, j'ai regardé ma mère et ses amis flâner dans les boutiques les plus chères du centre commercial, achetant des articles qui coûtaient plus cher que le salaire mensuel de nombreuses personnes. Ce soir-là, j'ai reçu un appel. « Ryan, mon chéri, ta mère s'inquiète pour les factures de ce mois-ci. La retraite de ton père a été moins élevée que prévu, et tu sais combien le mois de décembre est difficile pour les familles de notre âge. » C'était Linda, avec ce ton fragile qu'elle réservait aux urgences financières. « Bien sûr, maman. De combien avez-vous besoin ? Eh bien, si tu pouvais augmenter le virement à 2800 ce mois-ci, ce serait une bénédiction. Je sais que c'est beaucoup demandé, mais... Ne t'inquiète pas. Je te les enverrai demain. Tu es un ange, Ryan. Je ne sais pas ce que nous ferions sans toi. » Après avoir accroché, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire quelque chose que j'aurais dû faire depuis des années. Un audit complet de tous les virements financiers que j'avais effectués pour ma famille. Les chiffres étaient choquants. En 3 ans, j'avais transféré 75 600 $ à ma famille. 75 600 $ qui auraient pu payer la compte d'une maison, rembourser mes prêts étudiants ou garantir ma sécurité financière future. Au lieu de cela, j'avais financé une Mercedes-Benz, des bijoux coûteux, des dîners dans des restaurants chics et un style de vie qu'ils ne pourraient jamais maintenir avec leurs revenus réels. Mais ce qui me dérangeait le plus, c'était la facilité avec laquelle ils me traitaient comme un distributeur automatique humain. Lors des réunions de famille, j'étais le fils qui avait réussi et qui pouvait se permettre d'aider ses parents. Quand ils avaient besoin d'argent, j'étais le responsable qui comprendrait certainement leur situation. Mais quand il s'agissait de reconnaissance, de gratitude ou de simple respect, j'étais traité comme un inconvénient nécessaire. Harold ne manquait jamais une occasion de critiquer mes choix de vie, mon obsession pour le travail ou mon manque d'humilité face à la réussite financière. Linda me comparait constamment de manière défavorable à Kevin,
qui savaient profiter de la vie et n'étaient pas obsédés par l'argent, comme moi. L'ironie était suffocante. Ils me critiquaient pour être obsédés par l'argent, alors qu'ils dépendaient secrètement de mon argent pour maintenir leur apparence sociale. Jessica avait essayé de m'alerter à ce sujet à maintes reprises. « Ryan, tu te rends compte qu'ils n'appellent que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose ? À quand remonte la dernière fois où ta mère t'a demandé comment tu allais sans mentionner les factures ou les problèmes financiers ?» Je défendais toujours mes parents, expliquant qu'ils étaient d'une autre génération, qu'ils exprimaient leur amour par d'autres gestes, que la famille était synonyme de soutien mutuel dans les moments difficiles. Mais en rentrant chez moi après ce dîner humiliant, j'ai finalement admis que Jessica avait raison. Je n'étais pas un fils pour eux. J'étais une ressource financière qui partageait par hasard leur ADN. Et les ressources financières peuvent être coupées. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une clarté d'esprit que je n'avais pas ressentie depuis des années. J'ai pris mon petit déjeuner, lu les nouvelles, répondu à quelques emails professionnels, puis j'ai mis en œuvre la première phase de mon plan. J'ai annulé tous les virements automatiques vers le compte de mes parents. J'ai ensuite appelé mon banquier et demandé un audit détaillé de toutes les transactions que j'avais effectuées vers les comptes liés à Harold et Linda Mitchell au cours des 5 dernières années. J'avais besoin de tous les documents pour ce que j'avais prévu. Mais ce n'était que le début. Le véritable cadeau de Noël que j'avais en tête pour ma famille allait bien au-delà de simplement couper les vivres de leur faux style de vie. Ils m'avaient appris que les mensonges ont des conséquences. Il était temps de leur montrer que certaines leçons sont plus coûteuses que d'autres. Alors que je rangeais les documents sur mon bureau, le téléphone a sonné. C'était Harold, qui appelait exactement à l'heure où il recevait habituellement son virement mensuel. « Ryan, y a-t-il un problème avec ton virement ? La banque m'a dit qu'il n'y avait rien de prévu pour aujourd'hui. » J'ai souri en tenant le téléphone. « Non, papa. Il n'y a aucun problème. En fait, tout se passe exactement comme prévu. » Le silence à l'autre bout du fil était délicieux. « Que veux-tu dire par là ? » « On en parlera au Nouvel An, papa. Il y a certaines choses que je dois clarifier avec vous. » J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Mon téléphone se mit immédiatement à sonner, mais je le mis en mode silencieux. J'avais beaucoup de travail à faire, et les appels désespérés de mes parents ne feraient que confirmer que j'étais sur la bonne voie. Après tout, quand on coupe les vivres à des menteurs, la vérité finit toujours par éclater. Au cours des 48 heures qui suivirent, mon téléphone sonna 117 fois. Linda avait laissé 23 messages vocaux, chacun plus désespéré que le précédent. Ils ont commencé par une confusion bienveillante, puis ont rapidement dégénéré en panique totale. « Ryan, chérie, y a-t-il un problème avec ton compte bancaire ? L'argent n'est pas arrivé et nous sommes inquiets. Ryan, ton père est très stressé. Tu sais comment cela affecte sa tension artérielle. S'il te plaît, appelle-nous. Ryan, je ne sais pas à quel jeu tu joues, mais ça doit cesser immédiatement. Nous sommes tes parents. » Harold, quant à lui, avait opté pour une approche plus directe. Des SMS en majuscules exigeant une explication immédiate, suivies de menaces à peine voilées concernant des conséquences familiales si je ne revenais pas à la raison. Je les ai tous ignorés. Au lieu de cela, j'ai passé la journée à la bibliothèque publique, utilisant des ordinateurs qui ne pouvaient pas être tracés jusqu'à moi, à rechercher des registres publics. Ce que j'ai découvert m'a retourné l'estomac. Mes parents n'avaient pas seulement la Mercedes que j'avais vue. Ils possédaient 3 voitures enregistrées à leur nom. La Mercedes, une BMW décapotable que Linda conduisait apparemment, et une camionnette Ford neuve pour les besoins pratiques de Harold. 3 voitures. Avec des prêts totalisant plus de 90 000 $. Mais ce n'était que le début. Les registres fonciers montraient qu'ils avaient refinancé leur maison 2 fois au cours des 3 dernières années, retirant près de 100 000 $ de valeur nette. Officiellement, cet argent avait été utilisé pour des améliorations nécessaires à la propriété. Les relevés de cartes de crédit auxquels j'ai pu accéder via un site de surveillance du crédit ont révélé des dépenses qui auraient fait rougir un oligarque russe. Des restaurants 5 étoiles, des hôtels de luxe, des bijoux, des voyages vers des destinations exotiques dont il ne m'avait jamais parlé. En 3 ans, alors que je croyais sauver mes parents de la ruine financière, ils avaient dépensé plus de 200 000 $ en luxe. 200 000 $ qu'ils n'avaient pas. La réalité m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Je n'aidais pas mes parents. Je finançais un fantasme élaboré de richesse qu'ils avaient créé pour impressionner leurs amis seniors. Pire encore, chaque centime que je leur transférais leur permettait de contracter davantage de dettes, créant ainsi un cercle vicieux où ma générosité leur permettait de s'enfoncer toujours plus profondément dans des engagements financiers impossibles à honorer. Lorsque je suis enfin rentré chez moi ce soir-là, j'ai trouvé Harold et Linda assis dans mon hall d'entrée. « Comment êtes-vous entrés dans l'immeuble ?» ai-je demandé en gardant ma voix calme. « Nous sommes tes parents. »
a répondu Harold en se levant avec cette posture autoritaire que je connaissais depuis mon enfance. Nous avons le droit d'être ici quand notre fils est clairement en train de faire une dépression nerveuse. Une dépression nerveuse. L'expression qu'ils utilisaient toujours lorsque je remettais en question leurs décisions ou que je refusais de faire quelque chose qu'ils voulaient. Je ne fais pas une dépression nerveuse, papa. Je prends des décisions conscientes concernant mon argent. Ton argent. Linda se leva, sa voix montant d'un octave. Dans une famille, on partage tout, Ryan. Nous t'avons élevé, éduqué, aimé inconditionnellement. Et maintenant, tu nous abandonnes au moment où nous avons le plus besoin de toi? Au moment où nous avons le plus besoin de toi. C'était fort de la part de personnes qui avaient dépensé 50 000 $ en bijoux au cours de l'année écoulée. Vous n'êtes pas dans le besoin, répondis-je calmement. Vous êtes accro à un style de vie que vous ne pouvez pas vous permettre. Harold fit un pas en avant, utilisant sa taille pour m'intimider comme il le faisait quand j'étais enfant. Ne parle pas comme ça à ta mère. Nous avons tout donné pour toi et Kevin. Nous avons sacrifié nos rêves pour que vous puissiez avoir une vie meilleure. Quel sacrifice, papa? Vous avez 3 voitures, une maison refinancée 2 fois, et vous dépensez plus en restaurant en 1 mois que moi en nourriture en 6 mois. Le silence qui a suivi était révélateur. Aucun des deux n'a nié. Aucun des deux n'a essayé d'expliquer. Au lieu de cela, j'ai vu ce regard que je connaissais bien. Le calcul rapide pour reformuler le récit afin de me faire culpabiliser. « Comment tu sais tout ça ?» demanda Linda lentement. « Parce que j'ai fait des recherches. Parce que j'ai passé les 3 dernières années à me demander pourquoi vous aviez besoin d'autant d'argent chaque mois, alors que vos seules dépenses étaient censées être l'hypothèque et les factures de base. » Harold tenta une approche différente. « Ryan, tu es notre fils aîné. C'est ton devoir de prendre soin de nous quand nous sommes vieux. Vous avez 59 et 57 ans, papa. Vous n'êtes pas invalide. Et même si vous l'étiez, prendre soin de vous ne signifie pas financer des voitures de luxe et des vacances dans les Caraïbes. Tu ne comprends pas, commença Linda avec cette voix de martyr qu'elle réservait pour les occasions spéciales. Nous avons travaillé dur toute notre vie. Nous méritons de profiter un peu avant d'être trop vieux. Aux dépens de qui? De mon avenir? De ma stabilité financière? Tu gagnes plus en 1 an que nous en 5. Explosa Harold. Tu peux te permettre d'aider ta famille. Et voilà. La vraie raison. Il ne s'agissait pas d'un besoin, d'une urgence ou de difficultés temporaires. Ils estimaient avoir droit à mon argent simplement parce que je gagnais plus qu'eux. Sortez de mon immeuble, ai-je dit calmement. Ryan. A commencé Linda. Sortez. Ma voix a résonné dans le hall vide. Et si vous revenez ici sans y être invité, j'appellerai la police. Après leur départ, furieux et promettant que je regretterais cette décision, je suis monté dans mon appartement et j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années. J'ai appelé mon avocat. Michael, j'ai besoin de vos services. Je veux poursuivre mes parents pour détournement de fonds et fraude financière. Ryan, c'est grave. Êtes-vous sûr de vouloir vous engager dans cette voie? Ils m'ont extorqué 75 600 $ en mentant sur leur situation financière. Pendant ce temps, ils ont accumulé 200 000 $ de dettes pour des luxes qu'ils ne peuvent pas se permettre. Si ce n'est pas de la fraude, je ne sais pas ce que c'est. Tu as des preuves. Toutes les preuves nécessaires. Et d'autres sont en cours. Après avoir raccroché, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à taper. Pas seulement une plainte, mais une chronologie complète de 3 années de manipulation émotionnelle et financière. Chaque mensonge sur des urgences médicales, alors que l'argent était dépensé dans des restaurants chers. Chaque histoire sur des dépenses imprévues, alors qu'ils finançaient des voyages de luxe. Chaque appel émotionnel à la responsabilité familiale, alors qu'ils ne faisaient que financer leur cupidité. Mais cela ne suffisait pas. Une action en justice les obligerait à me rembourser, mais ne leur apprendrait pas la leçon qu'ils devaient vraiment apprendre. Pour cela, j'avais besoin de quelque chose de plus public. De plus dévastateur pour l'ego et la réputation sociale auxquels ils accordaient tant d'importance. C'est alors que je me suis souvenu d'une chose que Harold avait mentionnée en passant quelques mois auparavant. Il s'était porté candidat au conseil d'administration de l'association des propriétaires de leur copropriété, se vantant d'être un leader naturel pour cette communauté de retraités. Les élections avaient lieu dans 2 semaines. Un sourire lent s'est dessiné sur mon visage, tandis que je commençais à rechercher les règles d'éligibilité au poste de l'association des propriétaires. Plus précisément, les clauses relatives à la stabilité financière et au conflit d'intérêts. Harold voulait être un leader communautaire? Parfait. Il était temps de montrer à la communauté exactement quel type de leader elle envisageait d'élire.
L'homme qui m'avait enseigné la responsabilité et l'honnêteté était sur le point de découvrir que certaines leçons s'apprennent mieux par la pratique. Et cette fois, c'était moi qui serais le professeur. Le lendemain matin, je me suis réveillé à 5 heures du matin avec la lucidité d'un chirurgien avant une opération complexe. J'ai préparé du café, ouvert mon ordinateur portable et commencé à mettre en œuvre la deuxième phase de mon plan. J'ai d'abord créé un dossier sur mon ordinateur intitulé « Documentation familiale » et je l'ai subdivisé en catégories « Virement bancaire », titre de propriété, relevé de carte de crédit, courrier mensonger et, ma préférée, preuve photographique. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai transformé mon enquête en une opération militaire. J'ai demandé des copies officielles de tous les dossiers de financement automobile au nom de Harold et Linda Mitchell. 3 voitures, comme je le soupçonnais, avec des mensualités totalisant 2400 $. J'ai obtenu des relevés bancaires détaillés indiquant exactement où chaque centime de mes virements avait été déposé, puis transféré. La trace financière était aussi claire que des empreintes dans la neige. Mais le véritable chef-d'œuvre est venu lorsque j'ai engagé un détective privé. J'ai besoin de documents photographiques sur le mode de vie de mes parents, ai-je expliqué à Marcus Dawson, un ancien policier qui travaillait désormais sur des affaires de fraude d'entreprise. Ils prétendent avoir des difficultés financières alors qu'ils vivent comme des millionnaires avec mon argent. En une semaine, Marcus m'a remis un dossier qui aurait fait saliver un procureur. Des photos de Harold jouant au golf dans le country club le plus exclusif de la ville, avec un équipement qui coûtait plus cher que le salaire mensuel d'un professeur. Des images de Linda dans des spas de luxe, des salons de beauté coûteux et des boutiques où un seul sac à main coûtait plus cher que le revenu mensuel de nombreuses familles. Des vidéos discrètes des 2 dînant dans des restaurants où le vin coûtait 300 $ la bouteille, riant et se pavanant comme s'ils étaient les héritiers d'une fortune ancienne. Mais le clou du spectacle a été la découverte des voyages. Au cours des 2 dernières années, alors qu'ils me racontaient leurs difficultés à payer leurs factures de base, ils avaient voyagé en Toscane, en Grèce, en France et 2 fois aux Caraïbes. Des voyages qui ont coûté, au total, plus de 50 000 $. 50 000 $ que j'avais fournis grâce à mes virements d'urgence. Si vous suivez cette histoire et reconnaissez des schémas similaires dans votre propre famille, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment les situations de manipulation financière peuvent être résolues de manière définitive. Mais documenter la fraude n'était que la moitié du plan. L'autre moitié impliquait un timing parfait et une exposition publique stratégique. Harold s'était présenté au conseil d'administration de l'association des propriétaires, se vantant d'être une voix de la responsabilité fiscale pour la communauté des retraités. Responsabilité fiscale. Ces mots m'ont presque fait rire. J'ai étudié minutieusement les règlements de l'association et j'ai découvert quelque chose d'intéressant. Les candidats au conseil devaient déclarer tout conflit financier important, y compris les dettes supérieures à 50 000 $ ou la dépendance à l'aide financière de leur famille. Harold avait signé une déclaration sous serment affirmant qu'il n'avait aucun conflit financier susceptible de compromettre sa capacité à prendre des décisions fiscales impartiales. Perjure avérée. La semaine de l'élection, j'ai entamé la phase finale. J'ai créé une présentation professionnelle de 15 diapositives intitulée « La vérité sur Harold Mitchell, un candidat inéligible ». Chaque diapositive contenait des preuves irréfutables de ses mensonges financiers, des photos de son style de vie extravagant et la trace complète de l'argent qui avait été transféré de mon compte vers ses dépenses somptuaires. Mais je ne l'ai pas envoyé à l'association des propriétaires. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai pris rendez-vous avec mes parents. Nous devons parler des virements mensuels, ai-je dit à Linda au téléphone. Il y a quelques divergences que je dois clarifier. Des divergences. Sa voix s'est tendue. Rien de grave. Juste des questions comptables pour ma déclaration d'impôt. On peut se voir demain à 14 h? Chez moi? Ils ont accepté, bien sûr. Après tout, ils pensaient toujours que j'étais le fils obéissant qui payait ses factures sans poser de questions. J'ai passé la nuit à préparer mon appartement comme une salle d'audience. Une table centrale avec des chaises d'un côté, un projecteur installé, des documents classés dans des dossiers étiquetés. Sur le mur, j'ai accroché une photo agrandie. Harold et Linda trinquant au champagne dans un restaurant 5 étoiles, prise 3 jours après qu'il m'ait parlé d'une urgence médicale qui nécessitait 1000 $ supplémentaires. Quand ils sont arrivés le lendemain, Harold a immédiatement remarqué la disposition formelle. « Qu'est-ce que c'est que tout ça, Ryan ? Asseyez-vous, s'il vous plaît, ai-je répondu calmement en leur montrant les chaises que j'avais placées face au projecteur. Comme je vous l'ai dit, nous avons quelques divergences financières à discuter. Linda s'est assise nerveusement, mais Harold est resté debout, clairement irrité. Si c'est pour plus d'argent, Ryan, tu sais que notre situation est difficile. Pas besoin de tout ce cinéma. En fait,
ai-je dit en allumant le projecteur, c'est pour moins d'argent. Beaucoup moins. La première image qui est apparue sur le mur était un relevé bancaire indiquant 75 600 $ de virements intitulés « Aide familiale d'urgence ». Pendant 3 ans, ai-je commencé, ma voix prenant le ton professionnel que j'utilisais lors des présentations d'entreprise, vous m'avez convaincu que vous traversiez d'extrêmes difficultés financières. Des factures médicales imprévues, des réparations domestiques urgentes, des dépenses de base pour subsister. J'ai cliqué sur la diapositive suivante. Une photo de Harold signant des papiers chez le concessionnaire Mercedes. Cette photo a été prise 6 mois après que vous m'ayez contacté pour la première fois pour demander de l'aide pour votre hypothèque. Linda est devenue pâle. Harold s'est finalement assis. Ryan, nous pouvons vous expliquer. Veuillez ne pas interrompre la présentation, ai-je dit en passant à la diapositive suivante. Il nous reste encore 14 diapositives à parcourir. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cette réunion n'était qu'une préparation. Le vrai spectacle allait commencer lors de la réunion des propriétaires, le jeudi suivant, où Harold serait officiellement confronté à ses mensonges devant toute la communauté qu'il essayait d'impressionner. Mais d'abord, je voulais voir s'ils allaient essayer de me mentir une fois de plus, face à face, avec toutes les preuves étalées sur la table entre nous. Après tout, certaines personnes n'apprennent leur leçon que lorsqu'elles n'ont absolument aucune issue. Et j'étais sur le point de supprimer toutes les issues possibles. Vous voulez expliquer ça ? Demandai-je en passant à la diapositive suivante. Une photo agrandie de Linda portant un collier en diamant de 15 000 $, prise 3 jours après m'avoir appelé en pleurs à propos de factures médicales dévastatrices. Harold tenta de se lever, mais je levai la main. Restez assis, s'il vous plaît. La présentation n'est pas terminée. Au cours des 20 minutes qui ont suivi, j'ai systématiquement démoli chaque mensonge qu'il m'avait raconté au cours des 3 dernières années. Chaque urgence médicale, qui coïncidait avec des achats de luxe. Chaque réparation domestique urgente, qui finançait en réalité des voyages dans les Caraïbes. Linda s'est mise à pleurer à la diapositive 8. Harold a tenté de se justifier à la diapositive 10. À la diapositive 12, ils étaient tous les deux silencieux, comprenant enfin qu'il n'y avait pas d'issue. 75 600 $, ai-je dit en laissant la dernière diapositive à l'écran. C'est la somme exacte que vous m'avez extorquée par le chantage émotionnel et des mensonges délibérés. Ryan, nous pouvons vous rembourser. A commencé Linda. Avec quel argent ? Ai-je interrompu. Vous avez 200 000 $ de dette. 3 voitures en crédit. Une maison hypothéquée 2 fois. Vous vivez complètement au-dessus de vos moyens depuis des années. Harold a finalement retrouvé sa voix. Nous sommes vos parents. La famille ne poursuit pas la famille. J'ai souri pour la première fois depuis leur arrivée. Vous avez raison. La famille ne poursuit pas la famille. Mais vous avez cessé d'être ma famille à partir du moment où vous avez décidé de me traiter comme votre banque personnelle. Je pris un dossier sur la table et le tendis vers eux. Voici les documents que mon avocat a déposés ce matin. Action civile pour détournement de fonds, fraude financière et chantage émotionnel. Vous avez 72 heures pour répondre. Linda prit le dossier avec des mains tremblantes. Mais ce n'est pas tout, continuai-je en rallumant mon ordinateur portable. Vous vous souvenez de l'élection du conseil d'administration de l'association des propriétaires jeudi dernier? Le visage d'Harold devint gris. Ryan, non. Vous connaissez Margaret Willis, présidente de l'association depuis 15 ans? Nous sommes devenus de très bons amis récemment. Elle s'est montrée très intéressée lorsque je lui ai mentionné qu'un des candidats avait fait des déclarations frauduleuses sur sa situation financière. J'ai ouvert un email sur mon ordinateur portable et j'ai tourné l'écran pour qu'il puisse le voir. Voici l'email que j'ai envoyé à tous les membres du conseil d'administration de l'association il y a 2 heures. Il contient une copie complète de ma présentation, ainsi que des documents supplémentaires demandés par Margaret. Harold lut les premières lignes et son teint prit une teinte verdâtre. Toute la communauté des retraités saura exactement quel genre de dirigeant fiscalement responsable vous êtes, continuai-je. Les voisins que vous avez tant essayé d'impressionner avec vos nouvelles voitures et votre style de vie artificiel. S'il te plaît, murmura Linda. Nous avons commis des erreurs, mais nous ne méritons pas ça. Vous ne le méritez pas. Ma voix s'éleva pour la première fois. Vous ne méritiez pas de passer 3 ans à me mentir effrontément? Vous ne méritiez pas d'utiliser mon amour et ma loyauté familiale pour financer vos fantasmes de grandeur? Je me levai et me dirigeai vers la fenêtre. Pendant des années, je me suis demandé pourquoi je ne me sentais jamais vraiment membre de cette famille. Pourquoi Kevin était toujours le préféré, peu importe mes accomplissements. Maintenant, je comprends. Pour vous, je n'ai jamais été un fils. J'étais une ressource.
Quand je me suis retourné, ils pleuraient tous les deux. « Ryan, dit Harold, la voix brisée, si tu fais ça, notre réputation dans la communauté sera détruite. » « Votre réputation est déjà ruinée, papa. » Je n'ai fait que documenter sa destruction. Mon téléphone a sonné. C'était Margaret Willis. « Excusez-moi, » ai-je dit en répondant. « Margaret, merci d'avoir appelé si vite. » J'ai délibérément mis le haut-parleur. « Ryan, mon chéri, j'ai reçu ta documentation. Le conseil d'administration s'est réuni en session d'urgence et nous avons voté à l'unanimité pour retirer Harold Mitchell de la candidature. De plus, nous envisageons des mesures disciplinaires supplémentaires liées à tes fausses déclarations. » Harold enfouit son visage dans ses mains. « Je comprends parfaitement, Margaret. Merci d'avoir agi si rapidement. Une question, Ryan. Vous avez mentionné qu'il pourrait avoir des difficultés à conserver la propriété. L'association a-t-elle des directives concernant les impayés? Oui, je pense que vous découvrirez qu'ils ont plusieurs arriérés financiers. » Après avoir raccroché, le silence dans la pièce était assourdissant. « Vous avez deux options, » dis-je calmement. « Première option, liquidez tous les biens de luxe que vous avez achetés avec mon argent, vendez la maison, remboursez vos dettes et remboursez-moi intégralement. Deuxième option, je vous vois au tribunal et je laisse un juge décider de la part de vos biens futurs qui sera nécessaire pour réparer les dommages. » Linda regarda Harold, qui avait toujours le visage enfoui dans ses mains. « Et si nous faisons cela, si nous rendons tout, vous retirez la plainte? » « Non, » répondis-je immédiatement. « La procédure continue. Mais si vous coopérez pleinement, je demanderai à mon avocat de ne demander qu'une restitution financière et non une sanction pénale. » Pénale. Harold releva la tête. « La fraude est un crime, papa. 75 000 $, ce n'est pas une somme négligeable. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je voyais mon père, l'homme qui m'avait élevé en me sermonnant sur la responsabilité et les conséquences, complètement abattu. « Comment en sommes-nous arrivés là ?» murmura-t-il. « Vous y êtes arrivé quand vous avez décidé que vous méritiez un style de vie que vous ne pouviez pas vous permettre, » répondis-je. « Et quand vous avez décidé que j'étais responsable de financer ce style de vie. » Je me suis dirigé vers la porte et l'ai ouverte. « Vous pouvez rester et finir de lire les documents juridiques, ou vous pouvez rentrer chez vous et digérer tout ça. Quoi qu'il en soit, vos avocats ont reçu des copies de tous les documents ce matin. » Ils se sont levés lentement, comme des personnes beaucoup plus âgées qu'ils ne l'étaient en réalité. « Ryan, » a tenté Linda une dernière fois, « même après tout ça, tu es toujours notre fils. » Je me suis arrêté sur le seuil de la porte. « Non, maman. Les enfants sont aimés inconditionnellement. J'étais une source de revenus avec des liens biologiques pratiques. » Après leur départ, je me suis servi un whisky et je me suis assis sur la terrasse, regardant la ville s'illuminer au coucher du soleil. Mon téléphone vibra, signalant un message de Jessica. « Comment ça s'est passé ?»« Mieux que prévu, » répondis-je. « Beaucoup mieux. » 3 jours plus tard, je reçus un appel de Kevin, qui avait tout appris par Linda. Il fut choqué de découvrir l'étendue des mensonges de nos parents, et pour la première fois de notre vie, nous eûmes une conversation honnête au sujet de notre famille dysfonctionnelle. Mais cela viendrait plus tard. À ce moment-là, pour la première fois en 3 ans, j'étais libre. Libéré du poids financier, libéré de la manipulation émotionnelle, et plus important encore, libéré de l'illusion que la famille n'était qu'une question d'ADN. Le téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était Margaret Willis, avec des nouvelles concernant les irrégularités supplémentaires que l'association avait découvertes dans la gestion financière de Harold. Pendant que j'écoutais, un lent sourire se dessina sur mon visage. La véritable leçon ne faisait que commencer. « Ryan, j'ai des nouvelles extraordinaires, » dit Margaret, sa voix mêlant choc et satisfaction. « Notre audit a révélé que Harold a détourné des fonds de la réserve d'urgence de l'association. 12 000 $ qu'il a autorisés pour des réparations urgentes qui n'ont jamais été effectuées. » Je me redressai sur ma chaise, digérant l'information. Il avait l'autorisation d'approuver des dépenses de cette ampleur. En tant que trésorier par intérim l'année dernière, oui. Mais les reçus qu'il a présentés étaient falsifiés. Nous déposons une plainte pénale demain matin. Après avoir raccroché, je suis resté silencieux pendant plusieurs minutes. Mon père n'était pas seulement un menteur manipulateur. C'était un criminel qui volait une communauté de personnes âgées qui lui faisaient confiance. L'ironie était dévastatrice. L'homme qui m'avait élevé avec des sermons sur l'honnêteté et la responsabilité était devenu exactement ce qu'il disait mépriser. Au cours des semaines qui ont suivi, la situation s'est déroulée comme une avalanche imparable. La procédure pénale avançait rapidement. Les preuves étaient irréfutables,
Relevés bancaires, fausses factures et témoignages de prestataires qui ont confirmé n'avoir jamais été payés pour les services prétendument rendus. Harold a été inculpé pour détournement de fonds et falsification de documents. Linda, en tant que signataire de plusieurs transactions, a été accusée de complicité. Mais la véritable justice est venue à travers les conséquences sociales. La communauté de retraités où ils vivaient était devenue leur monde entier après leur départ à la retraite. C'étaient ces personnes qu'ils essayaient d'impressionner avec des voitures de luxe et des dîners extravagants. Et maintenant, ces mêmes personnes les voyaient comme des prédateurs qui exploitaient la confiance de la communauté. Margaret m'a appelé 2 semaines plus tard avec une nouvelle qui m'a fait sourire pour la première fois depuis des mois. Ils ont mis la maison en vente aujourd'hui. Apparemment, ils ont trouvé un acheteur qui accepte une transaction rapide, même si c'est en dessous du prix du marché. Et les voitures. Elles ont toutes été rendues aux banques. J'ai entendu dire qu'Harold avait été vu au volant d'une Honda Civic empruntée. La transformation était complète. D'arrogants propriétaires de 3 voitures de luxe, ils étaient désormais dépendants de la charité d'autrui pour leurs déplacements. Kevin m'a appelé ce soir-là. « Ryan, je dois m'excuser. Sérieusement. Ce n'est pas nécessaire, Kevin. Tu ne savais pas. Mais j'aurais dû savoir. Pendant toutes ces années, tu as porté le poids financier de la famille pendant que je faisais semblant que ce n'était pas ma responsabilité. Pour la première fois de notre vie d'adulte, nous avons eu une conversation honnête sur notre dynamique familiale. Kevin a admis qu'il avait toujours su qu'il était le préféré, mais qu'il avait supposé que c'était naturel. Il ne s'était jamais demandé pourquoi je payais toujours l'addition lors des réunions de famille ou pourquoi nos parents ne lui demandaient jamais d'argent. Ils m'ont protégé de toute responsabilité, a-t-il dit. Et ils t'ont laissé porter tout le poids. Ce n'est pas une question d'argent, Kevin. C'est une question de respect. Il me traitait comme une ressource, pas comme un fils. Je comprends maintenant. Et je ferai mieux à l'avenir. Le procès a eu lieu 4 mois plus tard. Harold a accepté un accord de plaidoyer pour éviter une peine de prison, mais il a été condamné à 2 ans de travaux d'intérêt général et au remboursement intégral des fonds détournés de l'association. Linda a été condamnée à une peine de probation et à 500 heures de travaux d'intérêt général. Mais le verdict du tribunal civil a été encore plus satisfaisant. Le juge a ordonné qu'il me rembourse intégralement les 75 600 $, avec intérêts et frais juridiques, soit un total de près de 90 000 $. Étant donné que les défendeurs ont utilisé une manipulation émotionnelle systématique pour obtenir ces fonds sous de faux prétextes, a déclaré le juge, cette cour considère qu'il s'agit d'une forme de fraude familiale qui mérite un remboursement complet. Ils n'avaient pas 90 000 $. Mais la vente forcée de tous leurs biens de luxe, combinée à un plan de remboursement sur 5 ans utilisant leur retraite, garantissait que je récupérerais chaque centime. 6 mois après ce dîner de Noël humiliant, je me suis retrouvé dans une situation que je n'aurais jamais imaginée. Financièrement indemnisé, émotionnellement libéré et avec une famille reconstruite. Kevin et moi avons commencé à nous voir régulièrement, développant la relation fraternelle que nous n'avions jamais eue lorsque nous étions en compétition pour l'approbation de nos parents. Jessica est restée à mes côtés tout au long du processus, et notre relation s'est renforcée à travers l'adversité. Quant à mes parents, ils ont déménagé dans un petit appartement dans une ville voisine. Nous ne nous sommes pas parlé depuis des mois, et je suis en paix avec cela. La dernière fois que je les ai vus, c'était au tribunal, lors de l'audience de détermination de la peine. Harold semblait avoir vieilli de 10 ans en 6 mois. Linda a complètement évité mon regard. Alors que nous quittions le tribunal, Harold s'est approché de moi dans le parking. « Ryan, je ne savais pas que ça irait aussi loin. Tu ne savais pas que voler l'association des propriétaires serait découvert? Ou que me mentir pendant 3 ans aurait des conséquences? » Il a baissé la tête. « Tu aurais pu mettre fin à tout ça à tout moment, fiston. Il suffisait de nous parler. » C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Même après avoir tout perdu, il essayait encore de me faire porter le chapeau. « Papa, vous avez eu 3 ans pour être honnête avec moi. Vous avez choisi de mentir à chaque virement, à chaque coup de fil, à chaque dîner. Les seules conversations que vous vouliez avoir concernaient l'argent que vous pouviez me soutirer. » Je me suis dirigé vers ma voiture, puis je me suis retourné une dernière fois. « Vous n'avez pas perdu un fils, papa. Vous avez perdu une banque personnelle. C'est une différence que vous n'avez jamais comprise. Aujourd'hui, 1 an plus tard, ma vie est complètement différente. J'ai utilisé une partie de l'argent récupéré pour acheter une maison, ma première propriété immobilière. Jessica et moi prévoyons de nous fiancer. Kevin est devenu un vrai frère, pas seulement de sang. Et j'ai appris la leçon la plus précieuse de ma vie. La vraie famille n'est pas définie par l'ADN, mais par le respect mutuel, l'honnêteté et l'amour inconditionnel. Les gens qui vous aiment ne vous considèrent pas comme une source de ressources.
Ils apprécient votre présence plus que vos provisions. Parfois, la vengeance la plus puissante n'est pas de détruire ceux qui vous ont fait du mal, mais de construire une vie si épanouie que leur absence devient insignifiante. Si cette histoire de manipulation familiale et de justice finale vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits de personnes qui ont transformé la trahison en triomphe et trouvé la force là où il n'y avait auparavant que de la douleur. La semaine dernière, j'ai reçu une carte de Noël de Kevin et de sa nouvelle petite amie. À l'intérieur, une photo d'eux deux souriant sincèrement, sans pose forcée ni apparence fausse. Au dos, il avait écrit « Merci de m'avoir appris que la vraie famille se choisit chaque jour ». Harold a essayé de m'apprendre que la famille était une question d'obligation et de sacrifice unilatéral. Au final, il m'a appris quelque chose de bien plus précieux, que se libérer des personnes toxiques, même lorsqu'elles partagent votre nom de famille, n'est pas une trahison. C'est l'autodétermination.